Bonjour à tous, chers participants. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 13e webinaire qui est spécial puisque nous avons le plaisir de l'organiser conjointement avec la Société française de neurovasculaire, la SFNV, dont la présidente est le professeur Sonia Alamovic et qui va donc coordonner ces webinaires que l'on organise tous les 2 mois, comme vous le savez, conjointement entre la SFN, la NLF et la NAINF. Et donc, vous êtes déjà nombreux participants. Je vais tout de suite passer la main à Sonia pour introduire ce webinaire et ce très beau programme. Alors, N'hésitez merci. pas, ah pardon, excuse-moi, n'hésitez pas juste à poser vos questions dans la section questions et réponses et on y répondra de façon régulière dans les interventions et en fin de webinaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Céline, pour ce webinaire que nous avons organisé en commun. Alors, on va parler d'accident vasculaire cérébral, on va parler de phase aiguë et on va parler de traitement de reperfusion. La volonté, c'était d'aller un petit peu au-delà de la communauté stricte de neurologues très spécialisés en neurologie vasculaire, puisque beaucoup de neurologues sont impliqués dans la prise en charge des AVC en phase aiguë, parfois dans la permanence des soins, parfois en continu. L'AVC, les thérapeutiques, c'est énormément de publications sur des grands journaux avec des informations qui sont importantes et qu'il est important de traduire dans notre pratique au plus vite. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu faire vraiment une mise au point sur les traitements de reperfusion cérébrale en 2024, puisqu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés ces dernières années. Alors, je remercie Pierre Séners et Laurent Suissa qui ont accepté d'intervenir. Et eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, je vais partager mon écran. Donc, voilà, nous allons avoir 3 interventions. Donc, je vais commencer en parlant des nouveaux thrombolytiques et nouvelles fenêtres horaires. Ensuite, on parlera d'un sujet vraiment d'actualité avec les accidents ischémiques de grande taille avec Laurent Suissa. Et puis, il était indispensable d'aller au-delà de la théorie et d'aller sur la pratique. Et Pierre Séners nous présentera différents cas cliniques avec des situations qui sont parfois un peu complexes et qui peuvent vraiment être des outils aidants dans votre prise en charge quotidienne. Alors, moi, je vais aborder la question des nouveaux thrombolytiques et des nouvelles fenêtres horaires et qu'est-ce que cela change dans notre pratique. Alors, hop. Voilà, donc mes déclarations d'intérêt, donc je travaille dans l'AVC aigu et je travaille avec les nouveaux thrombolytiques et donc j'ai forcément des interventions et des relations scientifiques, donc ce sont des liens d'intérêt qui sont exposés ici. Alors, on va commencer par ce qui est parfaitement établi et que vous connaissez bien, la thrombolyse intraveineuse dans l'accident ischémique cérébral, c'est le RTPA. C'est pas une nouveauté, ça date d'il y a presque 30 ans, puisque c'est en 95 avec la fenêtre horaire 3 heures. Ensuite, c'est la fenêtre horaire 4h30 avec cette thérapeutique qui s'administre, vous le savez, le plus rapidement possible avec un traitement qu'on administre en seringue électrique pendant 1 heure. En 2016, la ressource thrombectomie mécanique est apparue comme une grande avancée avec la publication d'essais thérapeutiques qui ont démontré qu'en cas d'occlusion des artères cérébrales proximales, eh bien, on arrivait à améliorer considérablement les patients qui souvent étaient résistants uniquement à la thrombolyse intraveineuse. Ensuite, la question qui se posait, c'était est-ce qu'il fallait faire toujours une thrombolyse intraveineuse alors qu'on avait l'arme, la thrombectomie mécanique dans les occlusions des artères cérébrales proximales. Et en 2023, on a eu différents essais qui ont comparé le traitement combiné, donc l'association des deux traitements, avec la thrombectomie mécanique. Et bien, il n'a pas été démontré que la thrombectomie mécanique seule était non inférieure. C'est-à-dire qu'en 2023, et c'est vrai en 2024, le traitement de référence en cas d'occlusion artérielle cérébrale proximale comprend toujours la thrombolyse intraveineuse. Donc ça, ce sont des choses qui sont bien établies. Et je vais aborder la question d'aller un petit peu au-delà des 4h30, puisque les données sur les 4 dernières années nous indiquent que cette thrombolyse intraveineuse peut être également utilisée dans certaines circonstances, dans les accidents allant au-delà de 4h30 et les accidents du réveil.
Alors, avant d'aller sur cette fenêtre horaire élargie, je voudrais fixer un petit peu le lieu et le cadre du traitement. Alors, ça paraît quelque chose de bien connu quand on est neurologue travaillant exclusivement en neurologie vasculaire, mais finalement, cette cartographie des endroits où on peut faire de la thrombolyse intraveineuse, quand on est devant un patient qui a un accident ischémique cérébral, elle comprend différentes structures. Donc, les patients, quand ils arrivent à l'hôpital, peuvent aller dans un centre, unité neurovasculaire de proximité, pour lequel, là où pourra être administrée la thrombolyse intraveineuse, mais la majorité de ces centres ne disposent pas de la thrombectomie mécanique. Ce sont les UNV de proximité qu'on appelle les Primary Stroke Centers dans la terminologie anglo-saxonne. Ensuite, de temps en temps, les patients arrivent dans un centre qui est en capacité de faire à la fois la thrombolyse intraveineuse et la thrombectomie mécanique. Ce sont les Comprehensive Stroke Centers, les UNV de recours. Dans les situations où le patient arrive dans l'UNV de proximité, s'il a besoin d'une thrombectomie mécanique, il va être transféré ensuite dans le centre de recours pour avoir sa thrombectomie mécanique avec une thrombolyse intraveineuse qui sera débutée dans le centre de proximité. Il y a un certain nombre de patients qui sont traités aussi dans d'autres circuits via la téléthrombolyse, qui comprend une centaine de centres installés sur le territoire, qui correspondent à des patients qui vont arriver sur les centres d'urgence, reliés par un système de télémédecine à une UNV. Et la décision va être prise à ce moment-là de mettre en place une thrombolyse intraveineuse avant de transférer le patient. Et puis, il y a une quatrième option de traitement qui est une voie d'avenir, qui pour l'instant est à la phase d'études pilotes en France, qui sont ces mobile stroke units, ces unités neurovasculaires mobiles, avec un scanner dans le camion. Et à ce moment-là, le patient peut être traité directement par thrombolyse intraveineuse. Alors, on va faire un focus sur les patients qui sont dans la fenêtre horaire tardive, donc c'est après 4h30. Et la grande avancée depuis 5 ans à peu près, c'est que ces patients, on sait que grâce à l'imagerie avancée, on va pouvoir sélectionner des patients qui vont pouvoir bénéficier de la thrombolyse intraveineuse. Alors, ces patients au-delà de 4h30, ça correspond à des patients pour lesquels on a une heure de début qui est connue, avec des fenêtres horaires qui ont été évaluées dans les essais jusqu'à 9h. Ça correspond aussi à des patients pour lesquels il n'y a pas d'heure de début connue. Et puis, ça correspond à une situation assez fréquente qui est l'accident vasculaire cérébral du réveil. Donc, ces patients, grâce à une imagerie avancée, qui est une imagerie de perfusion, ou dans certaines situations, l'imagerie d'IRM avec la mise en évidence d'un mismatch diffusion-flair. L'idée, c'est que chez ces patients-là, on arrive à identifier les patients qui ont une pénombre ischémique, c'est-à-dire un tissu qui peut être sauvé, qui peut être perfusé et potentiellement candidat à une thrombolyse intraveineuse. Donc, ces deux concepts ont été validés à travers différents essais thérapeutiques et on a 3 grandes études qui ont sélectionné ces patients au-delà de 4h30 en utilisant l'imagerie avancée. Et l'étude principale, ça a été l'étude Extend. Donc, les patients avaient une imagerie tissulaire qui permettait de voir la lésion tissulaire, qui permettait de voir le tissu hypoperfusé et on distingue finalement le cœur de la nécrose et puis l'hypoperfusion cérébrale. Et ces patients qui correspondent à ces critères ont reçu une thrombolyse intraveineuse ou un placebo. Donc, ça a été regroupé également avec 2 autres études. Et ça, c'est une méta-analyse donc, qui s'intéresse à ces patients au-delà de 4h30. Comparaison de l'altéplase versus un traitement par placebo. Et ce qu'on regarde, c'est ce qu'ils deviennent en termes de pronostic fonctionnel, donc le score de Rankin de 0 à 1. Eh bien, on voit qu'on a une amélioration de ces patients quand ils sont traités au-delà de 4h30. Et c'est vrai également pour les patients entre 4h30 et 6h, 6h et 9h. Et les wake-up strokes, c'était des populations qui se retrouvaient dans cette étude. Alors, ces études ont été importantes pour élargir la fenêtre horaire, mais ce qu'il faut d'emblée comprendre, c'est que ces études qui remontent à 2019 ont été faites avant que la thrombectomie mécanique arrive comme une arme thérapeutique cruciale pour les patients qui ont une occlusion d'une artère cérébrale proximale. On a des recommandations pour ces patients qui sont issus de l'European Stroke Organization. Et cette recommandation, donc au-delà de 4h30, nécessite, pour prendre la décision d'avoir une imagerie avancée, ça peut être une imagerie de perfusion, en scanner ou en IRM, et si ces patients correspondent à
ces critères, un petit cœur d'infarctus, un gros mismatch, donc une zone d'hypoperfusion. S'il n'y a pas d'indication à une thrombectomie mécanique, à ce moment-là, la thrombolyse intraveineuse est un thérapeutique efficace. Quand il y a une indication à une thrombectomie mécanique, il n'était pas possible de sortir une recommandation, mais la recommandation a identifié, après consensus d'experts, deux situations. C'est un consensus d'experts, hein, donc c'est un niveau de preuve qui n'est pas haut, qui disait que quand il n'y avait pas de thrombectomie, ben, les patients immédiate pouvait être traitée par thrombolyse intraveineuse, et quand il y avait une thrombectomie mécanique directement disponible, donc sur un Comprehensive Stroke Center, ben là, on était dans une situation un peu plus complexe sur la prise de décision. Pour les accidents du réveil, qui ont été spécifiquement étudiés dans 3 études, eh bien là aussi, donc, quand il y a un accident qui survient au réveil, grâce à une imagerie avancée, eh bien c'est mieux de traiter les patients par thrombolyse intraveineuse. Donc là, c'était l'altéplase par rapport au placebo. On a une amélioration du devenir fonctionnel de ces patients. On a donc des recommandations qui sont des recommandations de l'European Stroke Organization, mais également des recommandations américaines pour dire que sur la base de l'imagerie avancée, donc ça peut être du scanner de perfusion, ça peut être du couplage IRM diffusion flair, on arrive à dater l'infarctus cérébral et à voir si ces patients peuvent être améliorés ou pas. Et donc, à ce moment-là, une indication potentielle à les traiter par thrombolyse intraveineuse. Alors, la deuxième grande nouveauté sur les dernières années, c'est la ténectéplase. Donc, la thrombolyse intraveineuse, c'est l'altéplase depuis sa naissance, hein, en 1996. Eh bien, la ténectéplase, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un cousin de l'altéplase qui a 3 acides amidés qui sont différents. Et le fait d'avoir 3 acides aminés différents, donc c'est la même famille de thérapeutiques, c'est un fibrinolytique, va conférer à cette molécule des caractéristiques différentes. La principale caractéristique, c'est que la ténectéplase va avoir une demi-vie qui va être plus prolongée que l'altéplase, avec une meilleure résistance, notamment à l'inhibiteur du plasminogène. Et donc, ça va permettre d'avoir une demi-vie plus longue et un mode d'administration qui est différent. Donc, l'altéplase, c'est 1 heure de seringue électrique, et la ténectéplase, c'est un bolus qui peut être administré en une dizaine de secondes. On comprend assez vite que dans un contexte d'urgence, où chaque minute compte, cela peut avoir des avantages considérables, puisque ça peut diminuer le temps entre l'arrivée du patient et l'administration du traitement. On sait que ces patients vont être parfois transférés d'un hôpital à un autre, ou d'un service d'urgence, du service d'imagerie à l'unité de soins intensifs neurovasculaires. Et donc, finalement, ça facilite tous les transferts de ces patients qui ne vont pas être accrochés à une seringue électrique. Au-delà de ces avantages, un des points vraiment essentiels, c'était de voir surtout si la ténectéplase avait une efficacité au moins équivalente ou supérieure à l'altéplase, ce qui en était sur le plan de la tolérance. Également, est-ce que ça faisait véritablement gagner du temps? Alors, en 2024, on peut maintenant regarder en arrière et constater qu'on a maintenant une vingtaine d'essais thérapeutiques qui nous permettent de répondre à ces différentes questions. Alors, l'histoire, elle a commencé par des études précliniques, c'était en 95 chez l'animal. Et puis, sur les 15 dernières années, il y a eu différents essais qui ont évalué la ténectéplase dans l'accident ischémique cérébral. Alors, ces essais ont utilisé différentes doses, et puis pour arriver finalement à considérer que la meilleure dose, c'était 0,25 mg/kg. Ces essais thérapeutiques se sont intéressés aux patients classiques contre thrombolyse, c'est-à-dire ceux qui sont thrombolysés dans les 4h30, mais se sont intéressés également à ceux qui peuvent être thrombolysés plus tard que les 4h30. Et puis, bon, on va regarder les essais au début, parce qu'au début, ils comparaient avec l'absence de thrombolyse. Et puis, les essais sur les 10 dernières années, c'était comparaison avec l'altéplase. Parmi tous ces essais, je voudrais faire une remarque. Il y a un certain nombre d'études qui n'utilisaient pas la ténectéplase, c'est-à-dire la méthanisme qui est utilisée en Europe ou en Australie ou aux États-Unis, mais qui utilisaient une biocopie. Et ça, c'est le cas des grandes études chinoises qui sont indiquées la trace 1, trace 2, trace 3.
Et en fait, c'est une biocopie de la ténectéplase et c'était un point qu'il fallait souligner. Là, très brièvement, c'est parmi toutes ces études, c'est celles qui ont comparé dans l'indication classique 4h30, comparaison la ténectéplase versus le traitement standard, c'est-à-dire l'altéplase en intraveineux. Et il y a 11 études et certaines études étaient focalisées sur des patients qui avaient une occlusion proximale, donc avec derrière une indication potentielle à la thrombectomie mécanique. Ça, c'est la dose de 0,25. Sur la dose qui était de 0,4 mg kilo, qui est une dose donc un peu plus forte, les données rapportées avec notamment une dernière étude en 2022 montrent que c'est une dose qui fait plus saigner, qui est associée à une hémorragie intracrânienne plus fréquente. Donc, c'est une dose qui est clairement mise de côté. Alors, on va se concentrer sur la dose qui nous intéresse et la comparaison avec l'altéplase. Donc, la dose qui nous intéresse, c'est 0,25 mg kilo. Et le grand essai thérapeutique qui a fait vraiment basculer les choses, c'est une étude qui a été publiée en 2022, qui s'intéresse à du patient très classique. Hein. Donc, c'est 1500 patients et qui compare la ténectéplase versus le RTPA. Et l'objectif, c'est de montrer que ça fait aussi bien. Donc, ça correspond à un design d'étude de non-infériorité. Et dans cette étude, ça a été vraiment un point très important pour faire évoluer les recommandations et les pratiques. Il a été démontré que la ténectéplase était non inférieure à l'altéplase et qu'on obtenait un taux de Rankine qui était similaire que les patients soient traités par ténectéplase ou par altéplase. À la suite de cette publication, en 2022, au sein de l'European Stroke Organization, nous nous sommes saisis pour faire des recommandations compilant l'ensemble des essais cliniques. Et ça a été publié en 2023 avec un groupe d'experts européens, mais également australiens et canadiens. Donc, je vais vous présenter ces recommandations qui datent de 2023 et qui est basée sur cet essai. Et depuis, vous allez voir qu'on a d'autres données qui ont été publiées. Donc là, c'est le résultat principal sur le critère de jugement le Rankine de 0 à 1. On compare l'altéplase à la ténectéplase et le design, c'est une étude de non-infériorité puisqu'on sait que par ailleurs, il y a des avantages en termes de facilité d'utilisation. Et là, vous voyez donc que la différence entre les deux traitements, elle est estimée à 3,68%, ce qui fait un intervalle de confiance entre moins 0,32 et 7,69. Donc, on est au-dessus de la borne définie de non-infériorité, c'est-à-dire qu'avec ce résultat, on démontre que la ténectéplase est non inférieure à l'altéplase. Si on regarde la tolérance en termes de risque d'hémorragie intracérébrale, il n'y a pas de différence tellement sur les hémorragies symptomatiques, mais par contre, il y a une différence significative avec une tendance significative à moins d'hémorragie intracrânienne avec la ténectéplase. En termes de temps, ça, c'est des données qui sont issues des essais thérapeutiques. Donc, ces essais thérapeutiques, ça veut dire que c'est un peu plus compliqué quand même que dans la vraie vie parce qu'il y a à randomiser les patients. Il y avait une tendance à faire mieux en termes de timing avec la ténectéplase qu'avec l'altéplase. Donc, tout ceci a mené à cette conclusion, qui est un élément important, qui a été de dire, d'affirmer en 2023 que la ténectéplase pouvait être utilisée en alternative à l'altéplase avec une efficacité et une tolérance équivalentes. On a été un peu plus loin puisqu'on a fait un consensus d'experts et sur ce consensus d'experts, on a tous voté, puisqu'on était 9, pour favoriser la ténectéplase compte tenu de sa facilité d'utilisation. Alors, après 2023, on a eu 4 essais thérapeutiques et on va voir si on a eu raison ou si tort ou ça a été amplifié. Et je vais passer très très rapidement puisque ces 4 essais thérapeutiques vont globalement dans le même sens et ont été publiés donc entre 2023 et 2024. Alors, première étude, ATTEST 2, c'est exactement comme l'étude canadienne, même profil de patient, même conclusion, la ténectéplase est non inférieure à l'altéplase. Deuxième étude, ça c'est 13.2, c'est l'étude chinoise, donc c'est la biocopie, mais c'est également même conclusion, non-infériorité de la ténectéplase. Troisième étude publiée il y a quelques semaines dans le JAMA, Original, ténectéplase, profil de patient classique, et là aussi la non-infériorité était démontrée. La seule étude qui était un petit peu différente dans sa conclusion, c'est l'étude australienne qui a été publiée également récemment,
Mais là, les patients étaient un petit peu différents, puisqu'on a des patients qui étaient sélectionnés sur la base d'un accident de moins de 4h30, mais qui n'étaient pas sélectionnés sur du tout venant comme du 4h30 habituellement, mais qui devaient avoir une imagerie de perfusion et pas d'indication à la thrombectomie. Donc, c'est des patients assez rares, avec une étude qui a mis 10 ans à inclure des patients. Donc là, la non-infériorité n'a pas pu être démontrée de façon stricte en intention de traiter, mais a été démontrée en pair protocole. Donc finalement, notre conclusion de recommandation est plutôt amplifiée par ces études et on a de nouvelles méta-analyses qui vont prochainement sortir, qui incluent ces 4 études et qui, sur ces patients classiques, euh, tendent à montrer de façon statistiquement significative une discrète supériorité de l'aténectéplase par rapport à l'altéplase. Donc ça a été communiqué en congrès. Et là, c'est également une deuxième méta-analyse qui doit être prochainement publiée et qui montre, on voit que la barre fait que la ténectéplase est un petit peu mieux que l'altéplase. Alors, deuxième situation au sein de ces patients, c'est les patients qui ont un accident classique, 4h30, et qui ont une indication à la thrombectomie mécanique. Est-ce qu'on est exactement dans le même paradigme que pour les patients? Eh bien oui, ça a été démontré en fait même avant, puisque c'est l'essai en 2018 Extend-IA, c'est des patients qui ont une occlusion proximale, qui vont passer sur la table de thrombectomie, qui reçoivent du TPA ou du TNK dans les moins de 4h30. Là, le critère de jugement était un critère d'imagerie de reperfusion. Eh bien, il y avait une meilleure reperfusion avec la ténectéplase qu'avec l'altéplase, également une amélioration du pronostic fonctionnel. On a intégré ça dans notre analyse au sein de la recommandation de l'ESO. Et là, on montrait que la ténectéplase était non inférieure et même supérieure à l'altéplase pour cette indication-là. Ce qui a poussé, avec également en ajoutant le fait qu'on arrivait à obtenir une meilleure recanalisation, à cette recommandation en 2023, qui était de favoriser en faveur de la ténectéplase par rapport à l'altéplase. Donc là, les choses sont assez claires. Les données sur les 2 dernières années publiées, les essais, et vous allez voir que la majorité s'est publiée sur les 3 dernières années, sont intéressés à la ténectéplase au-delà de 4h30, c'est-à-dire sur ces patients qui sont traités en fenêtre tardive. Et là, on a 3 essais qui ont été publiés en 2024 qui s'intéressent à ces patients qui sont traités jusqu'à des fenêtres, vous allez voir, assez tardives, puisque des patients qui peuvent être traités jusqu'à 24 heures. On a 2 essais avec des patients qui ont des occlusions proximales. Il y en a un avec thrombectomie mécanique, l'autre sans thrombectomie mécanique. On a un avec des accidents ischémiques mineurs. Alors, on a des résultats qui sont un peu complexes et je vais commencer par l'étude Timeless qui a été publiée en 2024. Donc ça, c'est des patients qui ont une thrombectomie mécanique et qui ont donc une occlusion proximale et qui sont inclus entre 4h30 et 24 heures. Et c'est ténectéplase versus placebo, avec des patients qui sont autour de 500 dans l'étude et qui sont majoritairement traités par thrombectomie très très rapidement, puisque la majorité des patients sont traités dans des centres de recours où la table de thrombectomie mécanique est directement disponible. Donc là, il n'y avait pas de différence que le patient reçoive de la ténectéplase ou un placebo. Par contre, il n'y avait pas de problème de tolérance, pas d'augmentation du taux d'hémorragie intracrânienne. Donc, pas de différence dans cette fenêtre tardive, mais c'est des patients qui vont tout de suite sur la table de thrombectomie. Autre étude publiée très récemment, c'est l'étude chinoise, donc TRACE, on est sur la biocopie. Et donc là, c'est des patients qui sont sur une fenêtre tardive, qui ont un mismatch et qui n'ont pas d'accès à la thrombectomie. Ça, c'est le cas dans le monde, dans beaucoup d'endroits, et même en France. L'accès à la thrombectomie, vous le savez, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Là, on voit un petit peu la répartition des accès à la thrombectomie. Et pour beaucoup de patients, la thrombectomie, même s'il y a une occlusion proximale, n'est pas accessible tout de suite. Et est-ce que c'est pertinent d'aller sur un traitement par ténectéplase? Donc là, on a des patients qui sont traités par ténectéplase ou qui reçoivent du placebo. Et si on regarde le score de jugement, qui est le Rankin, eh bien, on a une amélioration significative quand les patients sont traités jusqu'à 4h30. Et puis, dernière étude publiée récemment, qui est l'étude Tempo 2. Ça, c'est également une thrombolyse par ténectéplase contre un traitement standard qui va jusqu'à 12 heures
Et c'est des patients qui sont hyper sélectionnés sur le fait qu'ils ont un accident mineur, donc avec un tout petit NIHSS, mais quand même une occlusion intracrânienne ou une hypoperfusion. Pour ces patients qui sont inclus, c'est mineur mais non invalidant. Donc c'est vraiment une sélection très, très spécifique de patients avec accident mineur et c'est comparé à un traitement usuel avec un traitement anti-agrégant plaquettaire. Donc là, il n'y a pas de différence qui apparaissent en faveur de la thrombolyse par rapport au traitement anti-agrégant plaquettaire sur des patients très sélectionnés avec des tout petits accidents. Donc ça s'inscrit dans une problématique qui est un petit peu plus générale et sur laquelle cette étude nous met en difficulté puisqu'elle essaye de répondre à deux questions à la fois. Elle essaye de répondre à est-ce que la ténectéplase, ça marche dans une fenêtre horaire large et quoi faire de la thrombolyse versus l'antiagrégant plaquettaire quand on a un tout petit accident, quelque chose de rapidement réversible, ce qui est un sujet d'actualité puisqu'on a deux études qui ont été publiées qui comparait pour ces patients-là l'altéplase et l'aspirine, qui étaient plutôt en faveur des antiagrégants plaquettaires. Donc, peut-être pour une sous-catégorie de patients, la thrombolyse n'est pas la bonne solution. Alors, ça, c'est les essais thérapeutiques. Dans la vie réelle, on a maintenant des données qui sont issues de grands registres internationaux. Donc ça, c'est un registre australien, néo-zélandais, américain, avec des patients qui sont traités dans la vraie vie, près de 2000 patients par ténectéplase. Et on a le registre français, avec un certain nombre de centres qui ont fait la bascule sur la ténectéplase, et des données qui montrent qu'on reproduit les données des essais thérapeutiques en termes d'efficacité, avec des taux de recanalisation qui seront même plutôt un peu plus intéressants et un taux d'hémorragie qui est tout à fait similaire, voire même peut-être un peu moins. Sur les temps, il y a aussi dans les études de vie réelle la démonstration qu'on arrive à faire mieux avec la ténectéplase et à gagner de précieuses minutes. Donc ça, c'est l'illustration du registre français avec deux types de centres, un centre primaire et puis un centre qui incluait également la thrombectomie. Et dans les deux cas, donc là, on arrive à réduire le temps porte-seringue avec une amélioration fonctionnelle. Ça a été montré à travers différentes expériences. Alors, pour terminer, quelques considérations pratiques, puisque je pense que les données sont assez convaincantes. Donc, après ces données issues des essais thérapeutiques, eh bien, la ténectéplase est passée au jugement de l'Agence du médicament européenne et il a été approuvé dans l'indication de l'accident ischémique cérébral avec une thérapeutique qui a été approuvée en janvier 2024. L'élément important, c'est qu'il y a un conditionnement, puisque la dose est de 0,25 mg kilo, un conditionnement spécifique qui est disponible dans certains pays et qui va être bientôt disponible en France pour l'indication des patients avec un accident ischémique cérébral. Donc en France, la disponibilité est attendue. Il y a encore une commission à passer à la fin de l'année, donc décembre 2024. Et déjà, un certain nombre de pays ont fait cette bascule avec une mise sur le marché. Alors pour quels patients? Clairement, pour les patients de moins 4h30, dans les autres situations au-delà de 4h30, si mismatch, on se retrouve dans la discussion, faut-il thromboliser en intraveineux ces patients ou pas? Clairement, quand il n'y a pas d'indication à une thrombectomie mécanique et qu'il y a un mismatch, oui. Quand il y a une indication à une thrombectomie mécanique, je pense que ce sera abordé dans la discussion avec les cas cliniques. Autre élément et un petit warning à faire, laisser tomber l'altéplase et passer au ténectéplase, ou garder les deux pour certaines indications. Garder les deux, en tout cas, quand on regarde les conseils de nos collègues qui s'occupent de pharmacovigilance, ça peut être une très mauvaise idée parce que c'est une source d'erreurs. Et donc, il risque d'y avoir des erreurs de dose, d'administration de traitement. Donc, mon conseil personnel, c'est que si la bascule doit se faire, il ne faut pas qu'il y ait une coexistence entre la ténectéplase et l'altéplase au sein d'un centre et même dans toute la filière. Il y a beaucoup de médecins qui interviennent le jour, la nuit, parfois avec des partenaires SAU. Et c'est particulièrement important justement d'éviter toute erreur et de faire un traitement global. Et puis, enfin, pour conclure, il faut mettre à profit cette bascule pour réviser nos process de temps porte-seringue, essayer de les améliorer. On sait que si on se surveille, on arrive à s'améliorer. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Et également de favoriser nos transferts inter-hospitaliers grâce à une administration plus simple. Merci beaucoup pour votre Mer- attention.
Merci beaucoup Sonia, ben, dis donc c'est passionnant. Juste, on a deux petites questions sur la ténéctéplase. Est-ce qu'on attend la biologie? Parce qu'on ne pourra pas, on va dire, arrêter en cas de souci. Alors, très clairement, sur l'administration de la thrombolyse intraveineuse, c'était vrai pour l'altéplase. On n'attend pas la biologie, et, sauf dans des situations particulières, hein, si le patient est sous traitement anticoagulant ou si on pense qu'il a un risque d'avoir une coagulopathie X ou une maladie qui fait saigner. On n'attend pas la biologie pour donner le feu vert. L'objectif, c'est d'être dans un temps d'administration de moins d'une heure et de tendre vers une demi-heure. Donc, il faut commencer le traitement sans attendre la biologie. Merci beaucoup. Alors, juste avant de passer la parole au professeur Laurent Suissa, on va essayer un petit truc. Vous êtes actuellement 165 connectés. Je vais lancer un petit sondage en innove dans la SFN juste pour savoir un petit peu quelle est votre activité principale. C'est juste pour nous, pour savoir un petit peu quel public on touche. Donc, je vous laisse quelques secondes et puis ça permet à Laurent de se préparer. Il a déjà mis en place ses diapos. Voilà, j'arrête dans 10 secondes. Allez. Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, donc on a à peu près un tiers des participants qui exercent principalement en CHU, 25% en CHG, 9% en clinique, 7% en libéral, 13% d'internes, et puis 9% qui sont des médecins avec une autre activité ou peut-être qui n'exercent pas en France. Voilà, merci. On va passer tout de suite la parole à Laurent Suissa. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte dédiée. Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de ce webinaire de me donner la parole pour vous parler d'une littérature très récente concernant les accidents ischémiques de grande taille et de voir autour de ces actualités quel message on peut en retirer pour notre pratique quotidienne. Alors, si j'arrive à faire passer les diapos. Voilà. Euh, L'objectif de la recanalisation, quelle que soit la technique, que ce soit la thrombolyse ou la thrombectomie, c'est de sauver la pénombre ischémique pour améliorer le pronostic de nos patients, que ce soit fonctionnel ou vital. Alors, cette pénombre ischémique, comment on la définit? Eh ben, c'est une zone d'hypoperfusion générée par l'occlusion artérielle. Cette zone d'hypoperfusion, on peut l'appréhender par imagerie, par des séquences de perfusion, mais aussi on peut l'appréhender par le score NIHSS, puisque cette zone d'hypoperfusion est responsable de la symptomatologie déficitaire du patient. À cette hypoperfusion, on va soustraire la zone d'infarctus du cœur qu'on image par la séquence de diffusion, et la soustraction finalement des deux nous donne un peu cette approximation de la pénombre. Alors, si on se replace dans le contexte des infarctus de grande taille, eh bien, vous imaginez que si on a un cœur qui est déjà très important, ben, la place de la pénombre sera d'autant réduite et se pose donc la question de savoir si on va vraiment avoir un bénéfice à recanaliser ces patients avec des gros volumes ischémiques. Alors, Sonia vous a parlé de la thrombolyse, de la thrombolyse IV dans l'évolution des traitements de la recanalisation de l'infarctus cérébral. On a vu arriver la thrombectomie associée à la thrombolyse IV dans l'approche combinée dans les 6 premières heures, puis la thrombectomie tardive, thrombectomie proposée jusqu'à 24 heures du début des symptômes. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il faut placer comme une évolution de la médecine neurovasculaire, la question des thrombectomies, des gros volumes que nous allons discuter aujourd'hui. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un infarctus de grande taille? On va définir pour l'ensemble de cette présentation, les études que je vais vous présenter, l'infarctus de grande taille comme un infarctus avec un score aspect inférieur à 6, ce qui correspond globalement à un infarctus de plus d'un tiers de l'ACM et en volume, c'est de l'ordre de 70 à 100 millilitres. Alors qu'est-ce que c'est l'aspect? Vous le connaissez probablement tous, c'est 10 zones prédéfinies
sur l'imagerie cérébrale, qu'elle soit IRM ou scanographique. Et à chaque fois qu'une lésion dans ces zones prédéfinies dépassera un tiers, ben on défalquera un point à un score de 10 à la base. Alors, quelles évidences on a pour discuter un petit peu des stratégies de reperfusion pour les gros volumes? On a à disposition des études observationnelles. Alors, ces études observationnelles, en fait, elles sont issues de nos pratiques off-label, hors recommandation dans nos UNV et qui ont été méta-analysées. On a également à notre disposition des publications très récentes qui nous montrent les résultats de 6 essais randomisés contrôlés. Tout ça est associé à des méta-analyses. Alors, vous avez sur ce tableau le récapitulatif des grands essais randomisés et vous voyez d'emblée que sur les 6 études que je vous montre, 5 sont positives. La dernière, Tesla, est négative. Alors, je pourrais vous faire un très bel effet d'annonce en vous disant, très bien, la thrombectomie pour les gros volumes d'ischémie cérébrale est validée, allons-y. Les choses sont un petit peu plus compliquées. Si vous regardez d'un peu plus près le tableau que je vous présente, vous allez constater que ces études randomisées sont très hétérogènes dans leur conception et du coup, l'analyse qui va en être faite et l'implémentation en pratique clinique n'est pas tout à fait aussi simple. Alors, regardez un petit peu, les patients ont été inclus sur des fenêtres qui sont relativement variables. On a inclus dans certaines études des patients dans les 6 heures, mais certaines études ont inclus les patients dans les 24 heures, voire une étude jusqu'à 11 heures. Au-delà de la fenêtre thérapeutique qui, nous, neurovasculaires, nous importe, on sait que les patients pris en charge dans les 6 premières heures et au-delà de 6 heures n'ont pas tout à fait le même pronostic et pas tout à fait la même cible de pénombre. Pareil pour les aspects. On parle donc d'aspects inférieurs stricts à 6. Certaines études ont inclus des patients avec des aspects entre 3 et 5, des aspects entre 0 et 5, 2 et 5. Vous voyez, il y a une disparité dans les critères d'inclusion qui va également jusqu'aux modalités de prise en charge radiologique en phase aiguë, avec des études qui ont été basées sur l'IRM et d'autres uniquement sur le scanner. Le critère de jugement principal de ces études, c'est toujours le ranking à 3 mois, un peu plus permissif sur le critère de jugement qui va, vous le voyez, de 0 à 3. Les précédentes études allaient jusqu'à 2. Tout ça est lié au fait qu'on on discute d'accidents de grande taille avec un pronostic beaucoup plus sombre et c'est pour ça que c'est un petit peu plus permissif. D'autres ont réalisé des analyses ordinales du ranking. Donc tout ça, je crois qu'il faut être conscient qu'il y a une grande hétérogénéité de conception de ces études. Et puis en plus de ça, il y a des sous-groupes qui ont été sous-représentés, ce qui fait qu'on ne va pas avoir toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de généraliser sur le fait de traiter les gros volumes par thrombectomie dans les 24 heures pour tous les patients. Alors, pour être assez clair dans mon propos, je vous propose qu'on discute des résultats de ces études pour les patients pris en charge dans les 6 heures et puis pour les patients au-delà de 6 heures et jusqu'à 24 heures. Alors, dans les 6 heures, j'aimerais qu'on reparte finalement de la méta-analyse Hermès dont Sonia vous a parlé, l'arrivée de la thrombectomie mécanique associée à la thrombolyse IV, qui a montré sur des patients traités dans les 6 premières heures une augmentation du pronostic fonctionnel de 20%, sans augmentation des hémorragies intracrâniennes et sans augmentation de la mortalité. Tout ça, vous le connaissez, c'est la recommandation actuelle pour laquelle nous utilisons la thrombectomie dans les 6 heures. C'est la règle des 3-6, NIH supérieur ou égal à 6, aspect supérieur ou égal à 6, et un traitement initié dans les 6 premières heures. Alors, si on revient à ce qui nous intéresse, les gros volumes, on peut déjà s'attaquer à regarder les résultats des méta-analyses de ces essais, notamment la méta-analyse Hermès, qui montrait que finalement, pour les aspects supérieurs à 6, on avait ce bénéfice qui a valu la recommandation. En revanche, de 0 à 5, le bénéfice n'était pas
établis dans ce sous-groupe, mais sur un petit échantillon. Si on regarde maintenant, et c'est peut-être plus intéressant, la méta-analyse de 100 romans qui a été publiée avec un plus grand nombre d'essais randomisés dans les 6 premières heures, eh ben, en fait, on s'aperçoit que peut-être on aurait pu déjà envisager d'aller peut-être un peu plus loin sur les indications et les infarctus d'un peu plus grosse taille, puisque vous voyez que de 3 à 10, le résultat est en faveur de la thrombectomie mécanique, alors que finalement, là encore, les aspects très bas, donc les très gros volumes, ne montrent pas de bénéfice. Alors voici la première grande étude sur le sujet des gros volumes ischémiques, c'est l'étude de Rescue Japan Limit, qui inclut des patients avec une occlusion proximale de M1, avec des aspects compris entre 3 et 5, NIH supérieur à 6, et qui inclut ces malades dans les 6 heures ou sur la base d'un flair négatif. Alors vous le voyez, les patients étaient sélectionnés sur une IRM en majorité, que les aspects relativement bas étaient bien représentés dans cette population. Et cette étude a été positive sur le critère de jugement principal qui était le score de Rankine 0 à 3 à 90 jours, sans augmentation des hémorragies intracrânienne symptomatique et sans majoration de la mortalité. Donc ça, Rescue Japan, c'est la première étude positive dans les 6 premières heures. Et il s'en est suivi l'étude LAST, dont on est très fiers, puisque c'est une étude française promue par nos collègues montpelliérains. Alors, LAST, finalement, c'est à peu près le même design, une sélection des patients sur l'IRM, toujours l'occlusion proximale, mais on a été un petit peu plus loin sur les inclusions des gros volumes ischémiques, puisque les inclusions se sont faites de 0 à 5 d'aspect. Critère de jugement, toujours le Rankine à 3 mois. C'est le shift de Rankine qui était le critère de jugement principal. Bien, dans cette étude, les résultats de l'outcome primaire a été significatif, une augmentation du nombre de patients dont le pronostic fonctionnel était amélioré par le traitement endovasculaire, et c'était valable aussi pour les objectifs secondaires, donc les rankings 0,3 et même le ranking 0,2. Vous voyez que le nombre de sujets à traiter dans cette fenêtre des 6 heures était de 4,2, et en termes de sécurité d'emploi, ben, il y avait une diminution de la mortalité avec l'utilisation de ces techniques et pas d'augmentation des hémorragies intracrâniennes symptomatiques. Donc vous voyez, à ces deux études, on a déjà un signal fort pour penser que cette thrombectomie mécanique dans les 6 premières heures peut être proposée à des volumes un peu plus gros que l'aspect supérieur à 6 comme initialement discuté. Question des très gros volumes, donc les aspects excessivement bas. Si on regarde, on fait un focus sur cette analyse en sous-groupe de l'AS qui a comparé finalement la population qui avait un aspect inférieur à 3, donc 0,2, des gros volumes lésionnels, aux patients qui avaient un aspect compris entre 3 et 5, eh bien, vous voyez qu'il n'y avait pas l'effet était conservé de la thrombectomie mécanique, et ça, c'était valable également si on analysait non plus les scores aspect, mais les volumes. Alors, ce résultat sur les très gros volumes de l'AS est un peu contrarié par les résultats de Rescue Japan. Donc, je vous ai montré que les patients avaient été inclus dans une fenêtre d'aspect de 3 à 5, mais ces aspects qui ont été relus pour l'analyse statistique fait que les investigateurs ont quand même inclus des patients avec des aspects un petit peu plus bas, ce qui a permis finalement de faire une étude comparative en sous-groupe de patients avec des aspects entre 4 et 5 et des patients avec des aspects entre 0 et 3. L'échantillonnage est petit, mais relativement n'est pas négligeable pour en tirer un certain nombre de conclusions. Donc, vous voyez que dans ce sous-groupe de aspect 4-5 de Rescue Japan, eh ben, on a notre bénéfice sur le score de Rankine 0 à 3 à 90 jours, mais ce n'est plus tout à fait le cas quand on regarde dans cette même étude les aspects 0 à 3. Donc, en réalité, si on prend ces deux études qui ont inclus des malades dans les 6 heures,
on peut conforter, ces 2 études confortent le bénéfice de la thrombectomie mécanique dans les 6 heures pour les aspects à 3 à 5, mais on a des résultats discordants pour les très gros volumes, aspect 0,2, il faut en tenir compte. Alors, comment on peut interpréter tout ça? Déjà, on peut se poser la question de ce que j'ai introduit initialement, cette diffusion qui finalement témoigne le cœur ischémique. On a inclus des malades qui avaient des gros volumes ischémiques et on a toujours un bénéfice. Donc la question se pose de savoir si dans cette diffusion, on mesure vraiment la mort cellulaire. Et certains ont envisagé que dans cette diffusion, dans ces gros volumes, on puisse envisager qu'il y ait des îlots de pénombre. D'autres ont envisagé que peut-être notre hypersignal en diffusion était peut-être un peu trop permissif pour évaluer la mortalité, la mort cellulaire, et envisage plutôt de évaluer nos aspects ou nos volumes sur la séquence ADC avec des seuils d'ADC un peu plus stringents. Quoi qu'il en soit, dans les 6 premières heures, si j'ai un message à vous faire passer, c'est que les patients de moins de 80 ans, puisque ce sont eux qui ont été inclus dans les essais, avec une autonomie initiale, donc un score de Rankine pré-AVC inférieur ou égal à 1, ne doivent plus être systématiquement inscrits de l'indication de thrombectomie mécanique sur la base d'un score aspect entre 3 et 5, puisque les 2 études que je vous ai montrées le confortent. En revanche, pour les aspects entre 0 et 2, donc les très gros volumes, les résultats sont un peu contradictoires et probablement qu'il nous faut encore des études supplémentaires pour confirmer ou infirmer le bénéfice de la thrombectomie mécanique. Allons maintenant au-delà de la 6e heure et jusqu'à la 24e heure. On parle donc de thrombectomie tardive, et vous savez que finalement, ces thérapeutiques ont montré un bénéfice sur la base de la démonstration d'une pénombre persistante au-delà de 6 heures. C'est le concept de fast progressor et de slow progressor. Et donc, les patients ont été sélectionnés sur la base du mismatch. Ça, c'est très important. C'est les études Down et Diffuse. Donc, je vous remontre les critères d'inclusion de ces deux études. Pour Down, c'était un mismatch clinico-radiologique. On opposait une diffusion avec un score NIHSS. Et pour Diffuse 3, c'était du mismatch radiologique. On opposait une diffusion avec une séquence de perfusion. Quoi qu'il en soit, une séquence de diffusion dont aujourd'hui on discute un petit peu les limites. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin que ces résultats positifs que vous connaissez, ces recommandations qui suivent les critères d'inclusion dans les essais? Là, il faut regarder un petit peu ce qu'on a à disposition. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition comme evidence base? On a des données observationnelles. On peut regarder celles-ci qui ont recensé les études où les patients avaient une occlusion proximale, pris en charge dans les 24 heures, aspect 3-5 et toujours la comparaison traitement médical versus thrombectomie mécanique. Qu'est-ce que ça donne? Sur le ranking 0,3 à 90 jours, ça a l'air de fonctionner. C'est la même chose sur le ranking 0,2, sans signal pour une augmentation des hémorragies intracrâniennes symptomatiques et avec une diminution des décès dans le groupe traité par thrombectomie mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Alors, moi, à mon sens, dans un premier temps, on peut dire que ces résultats, ils confortent un petit peu ce qui vient d'être dit dans les 6 premières heures. Je crois que ces résultats ouvrent la porte très clairement au fait qu'on va aller plus loin dans les indications de thrombectomie tardive, mais ces résultats ne nous apportent pas vraiment la sélection des patients qui vont réellement bénéficier de la thrombectomie mécanique au-delà de 6 heures. Alors, qu'est-ce que disent les essais randomisés qui ont inclus les patients dans les 24 heures? Alors, j'ai choisi de vous présenter cette méta-analyse qui n'est pas parfaite, loin de là. Alors, elle inclut les 3 principaux essais qui incluent les patients dans les 24 heures sur la base essentiellement d'une imagerie scanographique, mais elles incluent aussi Rescue Japan.
sait pas bien pourquoi, qui avait inclus les patients dans les 6 heures. Alors, sur les 3 études, Angel Aspect, Select 2 et Tesla, une seule était négative. Je vais déjà vous montrer ce que donnait la méta-analyse. Alors, sur le score de Rankin à 3 mois, 0,3, ça fonctionne. Il y a un bénéfice de la thrombectomie mécanique moins important que dans les 6 premières heures. Vous voyez que le nombre de sujets à traiter est de 7. Moins important si on prend le Rankin 0,2 à 3 mois, il faudra traiter 9 patients. Mais attention, au prix d'hémorragie intracrânienne symptomatique plus importante dans le groupe traité par voie endovasculaire et sans impact sur la mortalité. Alors, pour, je dirais, contrebalancer un petit peu ce résultat qui a l'air comme ça au premier plan assez favorable à l'extension des indications de thrombectomie, je vous présente Tesla qui était inclus dans cette méta-analyse, mais dont la publication est sortie il y a 48 heures. Et je crois que c'est important de montrer ces résultats. Alors, dans Tesla, on a inclus les patients avec des aspects de 2 à 5 dans les 24 heures, toujours pareil, traitement médical versus thrombectomie mécanique. On a inclus particulièrement des jeunes patients. La médiane était à 65 ans. Vous voyez qu'on avait une répartition de 3 avec un tiers des patients et 4-5 de l'aspect à 2 tiers des patients. Et là, dans cette étude, les patients sont réellement randomisés dans les 24 heures, puisque vous voyez qu'entre 6 et 24 heures, c'est 72% de l'échantillon. Cette étude n'a pas atteint l'objectif principal, ni même les objectifs secondaires. En termes de sécurité d'emploi, il n'y avait pas de signal sur la mortalité, non. Un excédent, mais non significatif des hémorragies intracrâniennes symptomatiques. Mais ce que je trouve un petit peu dommageable, c'est que finalement, il y a un excédent symptomatique d'hémorragie intracrânienne de type PH1 et PH2 dans ce contexte où on n'a pas atteint le bénéfice escompté. Donc, c'est des résultats qui sont quand même un petit peu mitigés. Finalement, on a 3 études, 2 qui sont positives, une qui sont négatives. On fait des méta-analyses qui donnent cette impression de bénéfices évidents, mais je crois qu'il faut quand même un petit peu discuter. Je reviens sur la question de mismatch, qui est quand même aujourd'hui l'élément clé pour poser une indication de thrombectomie tardive, qu'on utilise le mismatch clinico-radiologique ou radiologique. Je rappelle que les essais que je vous ai présentés de 6 à 24 heures n'incluent pas du tout la notion de mismatch dans les critères d'inclusion. Je vous présente pour discuter des résultats d'Angel et de Select 2 le travail de Pierre qui est avec nous ce soir, que je trouve particulièrement intéressant, qui met en corrélation le score aspect, la fenêtre thérapeutique et la présence d'un mismatch radiologique. Si on regarde sur les aspects au-delà de 6, bon, très clairement, on ne fait pas de la perfusion en routine parce que on considère que la plupart de ces patients qui vont être inclus ont de la pénombre et ça a l'air d'être le cas. Si on regarde sur les aspects 3 à 5 qui nous intéressent particulièrement, là, on a quand même un peu moins de mismatch dans les 6 premières heures et nettement moins, un patient sur 2, dans la fenêtre plus tardive. Si on continue sur les aspects 0,2, là, on est sur des gros volumes, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait vraiment de mismatch. Alors, si on reprend cette fenêtre d'aspect de 3 à 5 et qu'on regarde, puisque ces données ont été publiées, les patients qui avaient un mismatch dans Angel et Select, je rappelle que ce n'était pas un critère d'inclusion, vous vous apercevez que ces patients-là ont été inclus avec, pour 90%, plus de 90% d'entre eux dans les 2 essais, avec un profil de mismatch, alors qui est peut-être un peu restrictif puisque le ratio est à 1,2 et que le volume de pénombre est supérieur à 10 minutes. Mais quoi qu'il en soit, ces patients présentaient un mismatch. Alors,
C'est un peu gênant, ça a été discuté dans la littérature. Ce n'était absolument pas le chiffre attendu quand on a un aspect 3 à 5 et qu'on est dans une fenêtre tardive. Et probablement que ça, c'est lié au fait que les investigateurs avaient à disposition, au moment où ils ont randomisé un scanner de perfusion, et que même si ce n'était pas un critère d'inclusion, ils ont probablement été orientés, probablement inconsciemment, pour proposer la randomisation à des patients qui avaient un peu de pénombre. Donc tout ça veut dire que finalement, on a ces deux études qui étaient essentiellement les principales positives des patients qui sont inclus avec des gros volumes, mais en fait qui ont de la pénombre. Et c'est pas tout à fait le même message. Alors, si je devais conclure sur cette fenêtre tardive, je dirais que très clairement, les études que je viens de vous montrer ouvrent la voie à l'élargissement de la thrombectomie mécanique tardive pour les gros volumes. Mais je crois qu'on n'y est pas tout à fait et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les critères de sélection, à qui vraiment va bénéficier cette thrombectomie mécanique tardive. Est-ce qu'il faudra associer à l'aspect ou au volume une notion de mismatch pour ces malades? Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions et des essais sont requis pour affiner les indications. Voilà, je vais terminer par quelques messages importants. Je crois que le potentiel bénéfice de la thrombectomie mécanique a été démontré pour les infarctus de grande taille. Très clairement, on va vers une extension des indications de la thrombectomie mécanique. Je crois qu'il y a une réelle hétérogénéité conceptuelle des essais qui fait que on ne peut pas encore faire une sélection très fine des patients et qu'un des messages, c'est que la diffusion s'est quand même avérée assez limitée pour mesurer la mort cellulaire et je crois qu'il faut progresser sur cet outil. Alors en pratique, si j'ai un message très pratique, c'est ce que je vous ai dit, je le rappelle juste. Pour les moins de 80 ans, je crois que c'est important de le rappeler, ceux qui n'ont pas de problématiques d'autonomie avant l'accident vasculaire. Je crois que les aspects 3-5, dans les 6 premières heures, doivent clairement bénéficier d'une thrombectomie mécanique. C'est beaucoup plus discutable pour les aspects 0,2 et je pense qu'il y aura besoin d'une confirmation. Au-delà de 6 heures, très clairement, on est rentré dans une logique où les indications vont s'étendre. Mais je crois qu'on n'a pas encore bien sélectionné et identifié les critères de sélection pour savoir à quel patient on va donner, il va y avoir un bénéfice de ces thrombectomies mécaniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation sur un sujet dont on a beaucoup entendu parler aussi dans la grande presse, hein, sur les infarctus de grande taille. Je pense que c'est une thématique qui a été beaucoup relayée justement pour ces patients qu'on pensait au-delà de toutes ressources thérapeutiques. Donc, je n'ai pas vu de questions spécifiques pour l'instant, mais dans les questions-réponses. Moi, j'avais peut-être juste un petit souhait de commentaire sur ta vision par rapport à la vision qui est présentée sur les aspects de neuroradiologie interventionnelle à la suite de ces essais, qui a été une vision de dire justement on arrête avec l'imagerie avancée et comment ça interroge l'utilisation de l'imagerie avancée que culturellement on sollicite, hein, pour ces patients-là. Finalement, est-ce que ça remet en question l'utilisation de l'imagerie avancée, donc qui permet de voir le tissu, et est-ce que pour aller vite, il ne faut pas faire beaucoup plus simple que ça? Je crois que dans les 6 premières heures, culturellement, on est quand même très attaché à l'importance de l'hypersignal en diffusion. Et je crois qu'il va falloir apprendre à faire un peu abstraction de cet hypersignal et considérer peut-être que cette séquence de diffusion, elle ne nous informe pas tout à fait sur la mort cellulaire. Après, l'imagerie avancée dans les 6 premières heures, je crois qu'il y a peut-être pas sur les éléments que j'ai présentés de logique à l'implémenter. Je crois en revanche qu'au-delà des 6 heures, tel qu'on l'a fait avec Dern et Diffuse, et par rapport à ce que j'ai présenté sur Angel et Select, moi je pense qu'on va pas pouvoir se passer, mais c'est peut-être un avis très personnel et les essais prochains le diront, euh, d'une approche de volume et une approche de mesure de la pénombre sur ces fenêtres tardives pour mieux sélectionner les patients. Et juste une dernière question avant de passer à Pierre, qui est quid dans le chat, là,
quid de l'indication de la craniectomie après un AVC de grande taille thrombectomisé? Je crois qu'il faut, la craniectomie est une approche qu'il faut absolument proposer à nos jeunes patients dans les critères qu'on connaît. Parce que on sait que on va essayer de passer un pronostic vital. Alors c'est quand effectivement, j'aurais pu en parler, quand on parle d'infarctus de grande taille, bah, peut-être que dans ce que je viens de proposer, il faut peut-être envisager de proposer une stratégie de recanalisation et pas retarder si on a échoué sur un bénéfice clinique ou radiologique, la craniectomie. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe de la théorie à la pratique avec la session cas clinique. Et donc, c'est le docteur Pierre Séners de la Fondation Rothschild qui va nous faire plancher. Merci beaucoup, Sonia. Bonjour à tous, hein. Je remercie également tous les organisateurs de cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter des cas cliniques. Donc, juste en guise d'introduction, hein, voilà, il y a certains cas qui probablement porteront un petit peu à discussion, hein. Moi, je vais vous présenter ma vision des choses, mais qui n'est pas forcément la vérité absolue. Donc, n'hésitez pas à avoir un regard un petit peu critique vis-à-vis de ce que je vais vous proposer. Donc, il y aura 5 cas cliniques et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier. Il faut juste que j'arrive à faire passer, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt significatif pour cette présentation. Donc voilà, c'est un patient de 86 ans, un homme qui a pas mal d'antécédents, hein, parce qu'il est porteur d'un pacemaker. Il a déjà fait un infarctus cérébral sylvien gauche il y a 5 ans, mais dont il ne garde pas de séquelles. Hypertendu, un patient qui a également une allergie à l'iode sévère, hein, puisqu'il a fait un œdème de Coinck, et qui prend du coup un traitement de prévention secondaire suite à son premier infarctus cérébral avec du cardégique, un traitement antihypertenseur, une statine. Et un monsieur qui n'a pas de handicap significatif préalable à son admission. Donc, il va présenter à 11 heures devant des témoins un déficit moteur de l'hémicorps droit et il est admis dans votre hôpital à 1h30 plus tard en alerte thrombolyse avec à l'admission un score NIHSS à 5, un déficit moteur brachiofacial droit, hein, chez un patient droitier, donc clairement invalidant, et une aphasie d'expression qui est modérée. Des constantes normales, et donc le bilan biologique est prélevé à ce moment en alerte thrombolyse. Donc bien sûr, pas d'IRM compte tenu du pacemaker, et voilà, je vous montre quelques coupes du scanner sans injection, donc qui est fait à 1h40 après le début des symptômes. Et voilà, la question que je vous pose, c'est que faites-vous dans cette situation? Là, tout de suite, à la fin du scanner, est-ce que vous thrombolisez le patient? Est-ce que vous ne le thrombolisez pas? Ou est-ce que vous considérez que je ne vous ai pas donné suffisamment d'informations et que vous en voulez d'autres? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Voilà, donc moi, clairement, pour cette situation, j'ai aucune hésitation, hein. Je propose la réponse A, qui est la thrombolyse intraveineuse. Donc, on est dans une situation d'un déficit neurologique aigu. On est dans une fenêtre précoce. Le déficit neurologique, il est très évocateur d'une origine neurovasculaire, même si on ne peut pas être certain de sa nature compte tenu de l'absence d'IRM pour confirmer l'ischémie aiguë, hein. Le scanner cérébral qu'on voit là est normal, ce qui rend possible ce diagnostic d'ischémie cérébrale aiguë, mais qui rend également possible d'autres diagnostics alternatifs. Et on ne peut pas s'empêcher de penser chez ce patient qui a un antécédent d'infarctus cérébral déjà dans le territoire sylvien gauche, on peut évoquer une crise d'épilepsie partielle sur cette séquelle ischémique qui donnerait une récidive de symptômes. Donc, une incertitude diagnostique, clairement, à ce stade, même si peut-être le diagnostic d'infarctus cérébral reste le plus probable compte tenu de la présentation clinique. Donc, quel qu'on risque finalement à thromboliser ce patient si ce n'est pas un infarctus cérébral? Voilà les données qu'on a dans la littérature, hein, qui sont pour moi très claires. Voilà, c'est une méta-analyse de 2015 dans laquelle il y avait 392 strokes mimiques qui avaient été thrombolisés. Avec les complications, elles sont proches de 0, hein. C'est moins de 1% d'hémorragie symptomatique, quelle que soit la topographie, et des complications
type d'œdème angioneurotique qui sont également proches de zéro. Donc clairement, il y a, pour aussi dire, quasiment aucun risque à thromboliser un diagnostic alternatif à l'ischémie cérébrale. Donc moi, le message que je veux vous faire passer, c'est clairement si vous avez un doute en phase aiguë sur l'origine neurovasculaire, quelle que soit l'imagerie que vous avez fait, alors ce sera plus fréquent forcément sur scanner que sur IRM, et même parfois on a un doute sur l'IRM, hein, allez-y, il n'y a pas de risque à thromboliser un diagnostic alternatif. L'autre petite hésitation que peut-être certains auraient pu avoir chez ce cas, c'est l'âge de ce patient, hein, qui est très âgé, 86 ans. Et je vous montre là les résultats des méta-analyses des études de thrombolyse intraveineuse versus placebo ou bras contrôle. Hein. Vous voyez, c'est près de 7000 patients. Et ce qu'ont montré de manière très claire ces études, c'est que le bénéfice de l'altéplase par rapport au groupe contrôle, eh ben, il existe quel que soit l'âge, donc notamment chez les sujets très âgés de plus de 80 ans. Alors bien sûr, ce bénéfice, l'âge est un facteur pronostique absolument majeur, hein, chez nos patients. La probabilité d'avoir une bonne évolution clinique va être très différente en fonction de l'âge de nos patients. Vous voyez que dans les essais, c'était 50% dans le bras des moins de 80 ans et près de 30% seulement chez les patients de plus de 80 ans. Et vous voyez que le bénéfice absolu de la thrombolyse versus bras contrôle, il reste exactement le même, quel que soit l'âge, de l'ordre de 10%. Donc voilà, clairement, le bénéfice persiste au-delà de 80 ans et il n'y a aucune raison de ne pas proposer la thrombolyse à un sujet âgé. Donc voilà, les premiers messages, je pense, que j'aimerais faire passer à vous tous, c'est que un scanner sans injection est largement suffisant pour thromboliser. Hein. En France, on a pris l'habitude d'utiliser l'IRM et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le seul pays à le faire. Tous les autres pays utilisent le scanner et souvent sans injection pour les indications de thrombolyse. C'est ce qui était utilisé dans les essais Princeps sur la thrombolyse intraveineuse. Donc, on n'a absolument pas besoin d'avoir une IRM pour prendre la décision. L'âge avancé n'est pas une contre-indication. Et le dernier petit point qu'on a déjà abordé plus tôt, voilà, c'est qu'il est clairement inutile d'attendre, dans la grande majorité des cas, le résultat du bilan biologique pour thromboliser, sauf bien sûr situation particulière, patient sous anticoagulant ou aphasique, on ne connaît pas son traitement, ou alors chez lequel vous auriez, pour une raison X ou Y, une forte suspicion de troubles de l'hémostase. Situation clinique suivante, une femme de 75 ans, aucun antécédent, elle est juste tabagique et qui va être admise, donc qui est présente à 14h20 devant témoin, déficit moteur de l'hémicorps gauche. Elle est admise précocement, vous voyez, dans votre centre, qui est un centre qui dispose d'un plateau technique de NRI. Le score NIHSS est élevé, hein, 12, une hémiparésie gauche, une dysarthrie, une HLH et une atteinte, une négligence spatiale avec une anosognosie, une tension relativement haute mais qui reste dans la cible pour la thrombolyse. Et voilà l'IRM, donc qui est faite précocement, encore une fois, après le début des symptômes, 1 heure après le début des symptômes. Donc, vous voyez sur la séquence de diffusion une ischémie récente, hein, dans le territoire sylvien droit qui colle avec la symptomatologie clinique, donc qui est peu étendue, un score aspect qu'on pourrait calculer à 9, et qui contraste bien évidemment avec le déficit neurologique sévère. Donc, de manière certaine, si ce patient avait une imagerie de perfusion, on aurait une zone de pénombre très étendue. Sur l'ARM, on voit une occlusion artérielle proximale au niveau du segment Egmain de l'artère cérébrale moyenne droite avec le thrombus qui est également bien visible sur la séquence SWI. Donc voilà, ce patient a clairement une indication à la thrombectomie mécanique qui va être réalisée très rapidement parce qu'on est dans un centre de NRI, qu'on est en pleine journée, que la salle est libre. Mais la question que je vous pose, c'est décidez-vous de thromboliser ce patient ou non avant de transférer le patient en salle de NRI. Donc voilà, là encore, situation pour laquelle personnellement, je n'ai absolument aucune hésitation et je réponds la situation A, la proposition A, thrombolyse intraveineuse. Donc on vous a déjà présenté tout à l'heure, mais je vais insister un petit peu dessus, ces essais récents qui ont comparé chez des patients qui étaient admis précocement dans les 4h30 dans un centre disposant d'un plateau technique de NRI, le traitement de référence qui est le bridging therapy, c'est-à-dire la thrombolyse associée au traitement endovasculaire, versus
le traitement endovasculaire seul. C'est-à-dire qu'on s'est dit, peut-être que la thrombolyse est de trop, autant faire une thrombectomie seule, puisqu'elle peut être faite très rapidement. Alors, l'interprétation de ces études n'est pas forcément très facile, hein. C'est des études qui visaient à montrer la non-infériorité du traitement endovasculaire seul. Et ces études n'ont pas montré la non-infériorité du traitement endovasculaire. Cependant, elles n'ont pas non plus montré la supériorité du traitement combiné, hein, parce qu'on voit qu'il y a une tendance à un bénéfice dans le bras bridging, c'est-à-dire thrombolyse plus thrombectomie, mais c'est une tendance qui n'est pas significative. Vous voyez, il arrive des effectifs qui sont quand même très conséquents, hein, plus de 1000 patients au total dans cette méta-analyse. Et quand on regarde d'ailleurs les barres de Rankine que je vous présente là, globalement, elles sont globalement très superposables. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y a un bénéfice majeur de la thrombolyse avant thrombectomie. Simplement, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, et c'est cette analyse récente sur cette même collaboration, donc des méta-analyses de ces essais, qui a été publiée récemment et qui montre que le bénéfice de la thrombolyse semble très dépendant du délai d'administration. C'est-à-dire que si le patient est admis précocement et reçoit la thrombolyse dans les 2h30 ou 3 heures avant le début, après le début des symptômes, donc toujours encore chez des patients qui vont avoir une thrombectomie très rapidement après la thrombolyse, il semble y avoir un bénéfice important de la thrombolyse complémentaire, ce qui semble moins le cas pour des admissions un tout petit peu plus tardives. Donc, le message numéro 2 que j'aimerais vous faire passer, c'est quand le patient est admis directement dans cette centre NRI, la thrombolyse intraveineuse est clairement bénéfique avant la thrombectomie. Donc, c'est vraiment le traitement combiné qui est la référence. Et ce, surtout si l'admission est très précoce. Pour une admission un petit peu plus tardive, on va dire entre 3h et 4h30, hein, je pense qu'il y a clairement une zone grise sur les données que je vous ai présentées là. Et je pense que là, il y a tout un tas de facteurs qui vont être à prendre en compte au niveau individuel. Quel est le site de l'occlusion? On aura peut-être plus tendance à proposer pour des occlusions un petit peu plus distales. Également, l'accessibilité de la salle de NRI. Est-ce qu'elle est effectivement disponible tout de suite? Ou est-ce qu'il va falloir attendre 45 minutes, 1 heure, le temps que la salle se libère ou que le NRI, si c'est la nuit, arrive pour les centres qui n'ont pas le NRI sur place? Et juste un point sur lequel j'aimerais insister, donc tous ces essais ont randomisé des patients dans des centres avec NRI sur place, et que la question du bénéfice de la thrombolyse dans des centres qui n'ont pas de plateau technique de NRI, donc qui vont nécessiter un transfert interhospitalier pour la réalisation de la thrombectomie, ne se pose absolument pas. Je pense que ce n'est pas éthique de proposer un essai thérapeutique dans une population précoce avant transfert interhospitalier. Hein. Clairement, il y a un bénéfice qui est majeur de la thrombolyse avant le transfert, parce qu'il va se passer voilà, au moins 2 heures avant la thrombectomie. Donc, clairement, c'est un traitement qui, dans toutes les situations précoces, hein, donc dans les 4h30, la thrombolyse est clairement recommandée avant transfert pour thrombectomie. Troisième cas clinique, une patiente de 60 ans, une femme, qui présente pour son antécédent des facteurs de risque vasculaire, un diabète, une hypertension, un traitement par metformine et coaprovel, pas de handicap pré-AVC. Donc là, on est dans une situation d'AVC du réveil. Elle va se coucher à 23h30 asymptomatique et se réveille le lendemain matin à 6h30, donc 7 heures plus tard, avec des symptômes neurologiques qui sont en l'occurrence une hémiparésie droite et des troubles de l'élocution. Elle est admise à 8h30 dans votre centre avec un score NIHSS qui est relativement faible, à 5, mais qui est très clairement invalidant puisqu'elle a une hémiparésie droite avec un déficit sévère au niveau de la main chez une patiente droitière. Il y a également des troubles du langage, une tension qui est dans la norme pour la thrombolyse et une glycémie également. Voilà l'IRM qui est faite. Donc là, on est à 2 heures après la constatation des troubles, mais on est à 9 heures après la dernière fois vue normale. Donc, vous voyez qu'il y a cette ischémie cérébrale aiguë, lacunaire, hein, c'est un infarctus de petite taille qui est sous-cortical, avec une très nette diminution du coefficient ADC. Mais vous voyez sur la séquence FLAIR que cet hypersignal en diffusion n'est absolument pas visible. Donc, on est dans cette situation dont on a parlé tout à l'heure, de mismatch FLAIR-diffusion, qui nous laisse penser que vraisemblablement,
L'ischémie est plutôt survenue peu de temps avant le réveil, donc vers 6h20, plutôt que peu de temps après le coucher. Et donc que ce patient est finalement dans une fenêtre thérapeutique précoce. On ne voit pas d'occlusion artérielle sur l'imagerie, ni artérielle, ni de sténose. Et donc toujours la même question que je vous pose chez ce patient, cette patiente, pardon, qui a encore une fois un déficit modéré mais très invalidant. Que proposez-vous? Donc là encore, moi, j'ai aucune hésitation. Je propose la réponse A. Je thrombolise cette patiente et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous remonte ces données, hein, donc, de l'essai Wake Up Stroke que vous connaissez certainement, qui a randomisé des patients d'heures de début inconnus, donc typiquement la situation que je vous ai présentée là, et qui avaient un mismatch flair-diffusion, donc un flair négatif et une séquence de diffusion positive. Et donc, cette étude a montré un bénéfice très clair de la thrombolyse par altéplase versus placebo, avec, vous voyez, plus 11% d'excellente évolution clinique à 3 mois sur le score de Rankine dans le bras altéplase. Donc, il y a un point qui est important à souligner, que c'est des études qui étaient des études de thrombolyse seules. Hein. Les patients avec une indication à la thrombectomie n'étaient pas éligibles. Ces études ont été principalement menées à une époque où la thrombectomie n'existait pas, mais c'était essentiellement donc, des patients qui avaient des occlusions distales, voire pas d'occlusion. Et vous voyez un IHSS médian dans cette étude qui était relativement faible, hein, qui était de l'ordre de 6. Donc clairement, le bénéfice pour les patients avec un mismatch flair-diffusion, il est bien connu. Maintenant, il y a beaucoup de discussions hein, que moi je vois en pratique dans mon centre sur et les infarctus lacunaires. Parce que finalement, c'est bénéfique de thromboliser ces patients. Il n'y a pas d'occlusion de grande taille, il n'y a pas de pénombre, il n'y a rien à sauver. Est-ce que c'est vraiment utile de le thromboliser? Et je vous montre cette étude de sous-groupe de l'étude Wake Up que je trouve très intéressante et instructive, hein, donc, qui a étudié l'effet de cette thrombolyse versus placebo pour le sous-groupe des patients avec un infarctus lacunaire. Ce n'était pas une très grosse population, mais c'était quand même un peu plus de 100 patients. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet de la thrombolyse versus placebo est exactement le même dans ce sous-groupe que dans le sous-groupe des patients qui n'ont pas d'infarctus lacunaire. Donc clairement, ces données suggèrent qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas proposer une thrombolyse intraveineuse pour des patients qui sont dans une fenêtre précoce ou dans une heure de début inconnue avec un flair négatif et un infarctus lacunaire. Donc voilà, le troisième message important de la soirée. Donc si on a une heure de début inconnue, on thrombolise les patients si le mismatch flair-diffusion et les infarctus lacunaires sont clairement éligibles pour moi à une thrombolyse. Il n'y a aucune donnée dans la littérature qui suggère l'inverse. Cas numéro 4, l'avant-dernier, un homme de 68 ans qui est coronarien, hypertendu, dyslipidémique, déjà un traitement par antiplaquettaire, une statine, pas de handicap pré-AVC. On est également dans une situation d'AVC du réveil, avec un coucher à minuit asymptomatique, un réveil 8 heures plus tard avec une aphasie et un déficit moteur du bras droit. Une admission à 9h45, donc 1h45 après la constatation, mais on est à 9h45 après la dernière fois vue normale. Un score NIHSS moyen, à 8, une aphasie d'expression invalidante, un déficit moteur brachiofacial droit, une anesthésie. Voilà l'IRM qui est faite à 10 heures. Donc encore une fois, 2 heures après la découverte, 10 heures après la dernière fois vue normale. Et comme ça a été fait, on verra pour les études de thrombolyse tardive, souvent on prend le point intermédiaire entre le coucher et le réveil comme heure de début. Et donc si on prend ce point intermédiaire, on est à 6 heures de la possible, on va dire, début des symptômes. Donc sur cette IRM, qu'est-ce qu'on voit? Sur la séquence de diffusion, on voit une ischémie récente dans le territoire sylvien superficiel gauche, peut-être même aussi un peu dans le territoire cérébral postérieur à gauche. Et ce qu'on voit en dessous sur la séquence flair, c'est que clairement au moins une partie de l'ischémie récente est positive sur les séquences flair. Sur l'ARM que vous avez en haut à droite, on voit une occlusion artérielle, mais qui est, on va dire, de moyen calibre, une occlusion M2 relativement distale, avec le thrombus que vous voyez sur la séquence SWI,
Donc, ce patient, en tout cas, n'est pas considéré comme éligible à un traitement endovasculaire parce que trop distal. Donc, la question que je vous pose, c'est que faites-vous chez ce patient à ce moment? Est-ce que vous le thrombolysez? Est-ce que vous ne le thrombolysez pas? Ou est-ce que vous considérez que vous avez besoin d'informations complémentaires pour prendre votre décision? Donc voilà, moi clairement, pour ce patient, là, on n'est pas dans les critères de mismatch flair-diffusion dont on a parlé tout à l'heure. Le flair est au moins partiellement positif. Mais comme on va le voir, on a des possibilités de thrombolyse tardive chez des patients qui gardent une zone de pénombre à condition de l'avoir prouvé avec une imagerie de perfusion, donc qui est nécessaire dans ce type de situation. Et je vous montre ici les résultats donc, de cette imagerie, donc avec des logiciels qui permettent de donner extrêmement rapidement et de manière totalement automatisée, il n'y a pas besoin de radiologue spécialisé, ce type de cartographie. Vous avez à gauche le volume du cœur ischémique, donc qui apparaît en rose, donc qui est détecté sur la séquence de diffusion, qui est évalué ici à 10 millilitres, et à droite, l'hypoperfusion sévère, donc sur la séquence de perfusion, avec un paramètre qu'on appelle le Tmax, et quand il est supérieur à 6 secondes, c'est l'hypoperfusion qui est très sévère. Donc l'ischémie qui va vraisemblablement devenir de la nécrose en l'absence de reperfusion. Donc qui est ici à 24 millilitres. Donc si vous faites la différence entre le vert et le rose, vous avez le volume de mismatch, donc la zone de pénombre, qui est ici à environ 15 millilitres, ce qui est considéré comme significatif et donc une indication, en tout cas pour moi, à une thrombolyse intraveineuse. Donc qu'est-ce que sont ces études qui ont prouvé le bénéfice de cette thrombolyse chez les patients tardifs, entre 4h30 et 9h depuis donc le point intermédiaire entre le coucher et le réveil pour les heures inconnues, mais il y avait également des patients avec des heures de début connues qui étaient juste arrivés trop tardivement à l'hôpital. C'est donc 3 essais randomisés, essentiellement l'étude Extend, dont Sonia vous avait parlé tout à l'heure, et qui a montré un bénéfice de l'altéplase versus placebo, et c'est seulement 300 patients, et un bénéfice qui est à peu près toujours le même que dans toutes les études de thrombolyse, à environ 10% d'excellente évolution clinique supplémentaire à 3 mois dans le bras thrombolyse. Mais là, encore une fois, c'est des études, comme on vous le disait tout à l'heure, qui ont exclu les patients qui avaient une indication à la thrombectomie. Donc aujourd'hui, finalement, ça concerne pour notre pratique essentiellement des patients qui ont des occlusions de moyen calibre, les occlusions très proximales, M1, terminaison carotide, ayant une indication à la thrombectomie. Mais voilà, typiquement dans ce genre de situation, des occlusions M2 distales, ces patients sont éligibles à une thrombolyse tardive. Donc, plus récemment, on a cette étude chinoise qui a inclus 500 patients jusqu'à 24 heures après le début des symptômes, toujours des patients qui avaient un mismatch perfusionnel sur l'imagerie de perfusion et une occlusion proximale ou de moyen calibre. Donc, c'était encore une fois des centres qui ne pouvaient pas faire de la thrombectomie, donc il n'y a pas de possibilité de thrombectomie locale. Et donc des patients qui ont eu une thrombolyse seule par ténectéplase, enfin c'était la biocopie de la ténectéplase versus le traitement médical seul et qui montre là encore un bénéfice très significatif de la thrombolyse avec 12% d'excellente évolution clinique à 3 mois dans le bras thrombolyse. Donc là, actuellement, les guidelines européennes, c'est chez les patients qui sont jusqu'à 9 heures après le début des symptômes et qui ont un mismatch perfusionnel, que ce soit en scanner ou en IRM, et pour lesquels la thrombectomie n'est pas indiquée. Donc encore une fois, ça va considérer essentiellement pour nous des patients avec des occlusions de moyen calibre. La thrombolyse est recommandée. Encore une fois, il faut avoir mis en évidence ce mismatch perfusionnel avec voilà, des logiciels. Il y en a différents qui existent, qui, je pense, sont voilà, importants à avoir dans nos UNV pour identifier les patients éligibles. Donc, le message numéro 4, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est clairement on peut thrombolyser après 4h30, mais à condition d'avoir une preuve de mismatch sur une imagerie de perfusion. Dernier cas clinique, un patient de 73 ans qui a une ACFA paroxystique connue, qui est anticoagulé par apixaban, qui prend matin et soir et qui prend un traitement également antihypertenseur. Pas de handicap préalable à l'AVC et qui va faire un déficit neurologique aigu à 13h45.
avec à l'arrivée, environ 2 heures plus tard, un score NIHSS à 8, une anesthésie gauche, une hémiparésie ataxie et une HLH. Des constantes relativement normales, et l'IRM, donc qui fait 2h30 après le début des symptômes, va montrer, comme vous voyez ici, une ischémie récente dans le territoire cérébral postérieur à droite, avec une atteinte probablement thalamique à minima, et une occlusion relativement distale de l'artère cérébrale postérieure en P2, avec le thrombus que vous voyez sur la séquence oui en bas à gauche. Donc là, la question que je vous pose, je vous rappelle que ce patient est sous anticoagulant, c'est que faites-vous? Est-ce que vous le thrombolysez ou pas? Ou est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Donc là, clairement, on ne peut pas thromboliser ce patient sans plus de données compte tenu de la prise d'anticoagulants. Et je voulais juste revenir brièvement sur la conduite à tenir chez ces patients qui prennent un traitement AOD. Juste pour vous rappeler qu'il y a des préconisations de la Société française de neurovasculaire qui ont été faites en 2016, qui sont disponibles gratuitement sur le site internet de la SFNV. Ce qui est très important chez ces patients, c'est vraiment d'anticiper avant l'arrivée du patient à l'hôpital. Et donc, bien sûr, de poser systématiquement la question aux secouristes qui sont avec le patient de la prise ou non d'un traitement anticoagulant. Et si c'est le cas, de bien leur demander de vérifier auprès du patient ou de ses proches quelle est la date de dernière prise du traitement anticoagulant. Que pour les AOD, la thrombolyse est autorisée à partir du moment où la dernière prise est au-delà de 48 heures avant l'admission. Si on est à moins de 48 heures ou que la date de dernière prise est inconnue, on a besoin d'avoir un dosage biologique qui va montrer un faible taux d'anticoagulant dans le sang avec des dosages spécifiques des AOD qui existent et qui sont clairement disponibles en moins de 30 minutes, mais à condition d'avoir une filière bien organisée. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Ce qu'il faut, c'est vraiment anticiper avant l'arrivée du patient et prévenir le laboratoire de la prise de AOD, de quel AOD, pour qu'il puisse faire le dosage spécifique en décongelant les réactifs qui nécessitent quand même un temps de préparation. Si le labo se rend compte au moment de l'arrivée des tubes que le patient est sous AOD, on va perdre au minimum une demi-heure. Donc c'est faisable d'arriver sur des délais très rapides d'obtention de ces résultats. À défaut d'avoir un dosage spécifique, on peut doser l'activité anti-DISA pour l'hexaban, donc le rivaroxaban ou l'apixaban. Et il y a également le temps de thrombine qui est faisable pour les patients qui seraient sous dabigatran. Et donc, si les patients qui ont un dosage spécifique à moins de 50 nanogrammes par millilitre ou une activité anti-DISA faible peuvent être thrombolysés. Donc, d'où l'importance vraiment d'avoir rapidement disponible ces dosages. Je vous montre juste un peu le type d'algorithme qui est présenté dans les préconisations de la SFNV que vous pouvez encore une fois avoir en ligne. Et juste une petite ouverture, là on n'est pas sur de la routine clinique, mais pour voilà, ouvrir un peu sur les perspectives thérapeutiques qu'on a dans les années à venir, avec voilà, des études observationnelles, donc possiblement biaisées, il faut prendre ces résultats avec beaucoup de précautions, mais qui suggèrent que la thrombolyse, chez les patients qui ont une prise d'AOD récente, et quel que soit le dosage de celui-ci, n'est pas associée à un surrisque hémorragique et semble associée à un meilleur pronostic fonctionnel que si on ne fait pas de thrombolyse intraveineuse. Donc encore une fois, c'est des données qui sont rétrospectives, observationnelles, avec des biais majeurs, comme vous pouvez l'imaginer, mais qui sont prometteuses. Donc on ne peut clairement pas recommander aujourd'hui un traitement sans dosage d'AOD. Mais pour vous dire voilà, qu'il y a des essais randomisés qui commencent, et notamment un essai international à laquelle la France doit participer. Dans le cas, ces patients seront randomisables entre thrombolyse versus pas de thrombolyse, quel que soit le dosage du traitement AOD. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour des questions. Alors, merci beaucoup, Pierre. Alors, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure aux questions qui se posaient. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas trahi votre pensée, mais je pense qu'il y a eu un certain nombre de questions.
Je ne sais pas si Céline, tu avais un commentaire ou une question. Non, alors c'est vrai qu'effectivement, merci beaucoup pour vos interventions, parce qu'on voit à quel point, quand on a dans vos présentations des papiers qui sont parus il y a 2 jours, à quel point l'actualité bouge. Alors moi, je travaille dans une unité d'essai clinique, mais alors pas du tout dans l'urgence. Je me demande comment vous faites pour gérer les inclusions des patients dans ces multiples essais cliniques. Ça doit être quand même une sacrée logistique. En pratique, c'est une gymnastique. Enfin, comment vous gérez ça? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est plus ou moins d'inclure tous les patients dans les essais, parce que c'est vrai que on a souvent des essais à la fois de traitement médicamenteux, de traitement interventionnel, des essais avec les neuroradiologues interventionnels. Donc c'est vrai qu'il y a l'approche qui est du consentement d'urgence, hein, qui permet d'inclure le patient dans ces situations d'urgence. Je pense qu'on est tous persuadés que c'est vraiment les essais thérapeutiques qui nous ont fait tellement progresser en 15 ans, en fait, hein. Et donc, on a des questions et on voit qu'il y a beaucoup de zones grises qui persistent encore, hein. Par exemple, quid de la thrombolyse tardive quand il y a derrière une thrombectomie, quid des accidents mineurs. Et on est tous les jours confrontés à ces dilemmes et on a envie d'avoir les réponses. Donc ça, je trouve que c'est un moteur important pour inclure les patients dans les essais. Mais c'est Et pas comme, toujours facile à 3 heures du matin pour le neurologue de garde, hein. ouais, et comme le dit Charlotte Cordonnier dans les questions chat, là, nous avons un bon réseau Strokelink, donc Ouais, effectivement, absolument. que je connais bien. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que l'heure est un peu tardive. Je vous propose qu'on s'arrête là, même s'il y a encore quelques petites questions. Mais voilà, je pense que les orateurs pourront vous répondre directement si vous les contactez. À mon avis, ils le feront avec plaisir. Donc merci à tous les quatre. Vraiment, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas si j'oserais me lancer à revenir dans le service de neurovasculaire après avoir ne plus y avoir été. Mais enfin, en tout cas, merci à vous pour tout ce travail, pour effectivement, le jour, la nuit, c'est pas, voilà, c'est quand même assez demandeur en termes de ressources humaines. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut être très fier en neurologie d'avoir toute cette activité. Je profite de ces derniers mots pour vous annoncer la date du prochain webinaire de la SFN qui aura lieu le 27 novembre. Toujours même créneau, 18h, 19h, des fois on dépasse un petit peu. Et c'est pas grave. Et ce sera cette fois-ci, on va partir sur la neurologie périphérique, donc vraiment de l'autre côté du système nerveux. Très bonne soirée à tous et puis à bientôt au 27 novembre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.